Welcome back, and joining me now for a Finding Common Ground conversation, Democratic Senator Tim Kaine of Virginia and Republican Senator Rand Paul of Kentucky. Senators, welcome back to Meet the Press. Thank you so much for being here for this bipartisan conversation. Absolutely. Thanks for having us. Thank you for being here. Let's start with Venezuela and your joint effort to limit President Trump's ability to carry out further military action in that country. Senator Paul, let me start with you. You're one of 5 Republicans who voted to advance. Certains épisodes ne se distinguent pas seulement par leurs conséquences, mais aussi par la manière dont ils révèlent des changements dans les rouages institutionnels. Le matin du 20 janvier, une réunion à huis clos dans le bâtiment d'Irksen, siège des principales commissions du Sénat américain, a bouleversé la stabilité qui semblait régner sur la nouvelle phase législative. La réunion, qui rassemblait 4 sénateurs de haut rang du Parti républicain, sous prétexte d'évaluer les dispositions restantes de la législation budgétaire, a été interrompue à 2 reprises par des alertes confidentielles, envoyées par des assistants qui circulaient entre les bureaux avec des téléphones portables non traçables. Au bout de 50 minutes, les personnes présentes ont quitté la salle sans faire de déclaration, mais les signes extérieurs n'ont pas tardé à se multiplier. Les dirigeants ont annulé leurs déclarations déjà préparées, les cabinets ont gelé leurs agendas de presse et 3 sénateurs traditionnellement alignés sur l'exécutif ont demandé des modifications du protocole de communication avec le comité d'éthique législative. L'impact de l'épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Ce que l'on a vu dans les heures qui ont suivi n'était pas une confrontation ouverte, mais la conception subtile d'un nouvel arrangement interne. Au lieu de déclarations explicites, il y a eu des refus. Au lieu de votes isolés, la suspension brutale des engagements publics de la part de personnalités connues pour leur proximité avec l'exécutif a suscité des soupçons selon lesquels le contenu traité lors de la réunion ne concernait pas seulement la technique législative, mais quelque chose qui pourrait être lié aux récentes déclarations du président sur son intention de conditionner le déblocage de fonds fédéraux au soutien explicite des sénateurs de son propre parti. Cette hypothèse s'est confirmée lorsqu'un document interne, divulgué anonymement, a révélé que des extraits de la réunion comprenaient l'écoute d'un enregistrement attribué au président dans lequel il affirmait clairement que le Sénat doit fonctionner comme une extension disciplinée de la présidence et non comme une force modératrice. La diffusion de ce document, qui n'a toujours pas été authentifié publiquement, a incité les groupes de conseillers parlementaires à adopter une attitude inhabituellement prudente. Les agendas n'ont plus été mis à jour. Les briefings ont été remplacés par des mémos non signés et, au cours de l'après-midi, les cabinets ont commencé à émettre des réponses standardisées, évitant de mentionner le nom du président dans tout contexte impliquant des prérogatives constitutionnelles. Pour les observateurs institutionnels de longue date, ce type de comportement collectif, bien qu'informel, est le signe que la frontière entre le malaise politique et la réévaluation stratégique a commencé à s'estomper. Dans ce contexte, le silence n'est pas l'absence de position, mais fait partie d'une tactique de protection. Et lorsqu'il est partagé par plusieurs acteurs occupant des postes clés, il indique que le centre de gravité du système est soumis à des pressions exercées par des forces qui n'ont pas encore pleinement émergé. Des sources liées à 2 sous-commissions permanentes ont confirmé que, parallèlement à la réunion, un canal de consultation informel a été ouvert auprès du bureau du conseiller législatif du Sénat, dans le but de revoir la jurisprudence récente sur les limites de l'action de l'exécutif dans des contextes d'urgence non reconnus officiellement par le Congrès. Ce type de mouvement précède généralement les tentatives de barrage institutionnel indirect, en particulier lorsqu'on craint que le conflit politique soit interprété comme une attaque partisane directe. Dans ce type de situation, la stratégie privilégiée consiste à mettre en œuvre ce que certains analystes appellent la résistance procédurale. Il ne s'agit pas d'une opposition déclarée, mais de l'utilisation combinée d'outils réglementaires, de lacunes interprétatives et de pression budgétaire pour ralentir ou rendre irréalisables des initiatives considérées comme risquées pour la stabilité institutionnelle. La réunion a donc peut-être été le point de départ de ce type d'articulation. Ce scénario est devenu encore plus évident lorsque 2 sénateurs ayant historiquement soutenu le président de manière intermittente ont demandé des changements dans la composition de leurs conseils consultatifs régionaux, remplaçant des stratèges liés à l'aile la plus combative du parti par des personnalités associées à des groupes d'entreprises modérés et à des fondations juridiques traditionnelles. Ce geste a été interprété en coulisses
comme une indication que le coût politique de la loyauté automatique avait commencé à dépasser l'avantage de rester proche du centre du pouvoir. Parallèlement, les dirigeants du comité budgétaire ont convoqué une réunion d'urgence, dont l'ordre du jour officiel n'a pas encore été rendu public, mais qui, selon les informations recueillies auprès de 3 conseillers distincts, aurait pour objectif de recalibrer l'exposition publique des parlementaires aux mesures d'exception qui pourraient être proposées par l'exécutif dans les semaines à venir. L'interprétation dominante parmi les analystes législatifs est que il ne s'agit pas d'une rupture déclarée, mais d'un remaniement, un mouvement dans lequel les figures centrales ne s'éloignent pas par confrontation, mais par calcul. Et ce calcul commence à refléter la perception que l'association directe avec certaines stratégies présidentielles a commencé à générer une usure parmi certains secteurs spécifiques de l'électorat, en particulier dans les régions où l'impact des décisions centralisées a été le plus visible. Il ne s'agit pas seulement d'une divergence sur le fond, mais aussi sur la méthode. L'insistance à gouverner par décret, la pression pour approuver des mesures sans débat adéquates et la personnalisation croissante des relations institutionnelles ont commencé à produire des effets secondaires au sein même de la base législative. C'est dans ce contexte que les signes les plus récents doivent être interprétés. Le changement de comportement, même s'il n'est pas encore explicitement verbalisé, est déjà visible dans les couloirs du Capitole. Les informations faisant état de la reprise de réunions précédemment annulées avec des ordres du jour techniques, le rapprochement entre sénateurs de camps opposés autour de questions structurelles et le retour de juristes expérimentés à la consultation législative indiquent une tentative de rétablir, au moins partiellement, les mécanismes classiques de délibération institutionnelle. Le système, semble-t-il, a commencé à se réorganiser pour reprendre la place qu'il avait volontairement cédée à une logique de concentration décisionnelle. Le défi consiste désormais à savoir si cette réorganisation trouvera les conditions réelles pour se maintenir ou si elle sera neutralisée avant même de se consolider. Le rôle des médias et des espaces d'analyse qui suivent ce processus avec attention et sans anticiper les jugements devient encore plus pertinent à ce stade. Il est essentiel de rester concentré sur la succession des événements et leurs implications institutionnelles, pour comprendre ce qui est réellement en jeu, non seulement pour les acteurs directement impliqués, mais aussi pour le fonctionnement du système démocratique dans son ensemble. C'est dans ce contexte que la convergence entre différents noyaux institutionnels commence à esquisser une réponse qui, bien que fragmentée à l'origine, commence à présenter des signes d'articulation fonctionnelle. Dans les 72 heures qui ont suivi la réunion à huis clos au Sénat, au moins 4 organes ayant des attributions distinctes, le service juridique du Congrès, le bureau de contrôle gouvernemental, la commission des affaires constitutionnelles et le centre d'études stratégiques de la Défense, ont produit des mémorandums contenant des avertissements similaires. Aucun de ces documents n'a été rédigé de manière coordonnée, mais leur contenu convergeait vers la même préoccupation, l'utilisation répétée de prérogatives d'urgence sans ancrage juridique ou institutionnel approprié produit des effets secondaires cumulatifs sur l'architecture du système. L'analyse de ces textes suggère que la perception du risque a dépassé la sphère politique et est entrée dans le domaine de la durabilité institutionnelle. À partir de là, le mouvement cesse d'être uniquement réactif et commence à impliquer des tentatives d'anticipation. Des groupes techniques liés à des groupes parlementaires spécifiques ont commencé à examiner les précédents historiques impliquant des tentatives antérieures d'extension des pouvoirs exécutifs par des voies indirectes. Le cas le plus souvent cité dans ces études est celui de 1973, lorsque le président Richard Nixon a tenté de contourner les restrictions budgétaires par le biais d'actes administratifs successifs. Bien que lointaine dans le temps, cette comparaison réapparaît dans des documents internes pour une raison spécifique. À l'époque, la contention n'est pas venue d'une confrontation directe, mais d'une accumulation de petits refus techniques qui, additionnés, ont rétabli les limites fonctionnelles de l'exécutif. Cette stratégie, baptisée officieusement « résistance institutionnelle en chaîne », est de plus en plus souvent mentionnée lors des réunions du personnel parlementaire. Un autre signe du changement en cours est venu de la commission d'évaluation constitutionnelle du Sénat, qui a émis un avis technique sur la recevabilité des projets visant à réviser les dispositions qui autorisent les décrets d'urgence unilatéraux dans des contextes sans déclaration formelle de calamité. Bien que prudent dans sa formulation, cet avis ouvre la voie à une réinterprétation des limites de l'article 83 du statut présidentiel d'urgence nationale par les dirigeants législatifs, s'ils le souhaitent,
Le texte affirme que, face à une utilisation répétée et déconnectée de paramètres objectifs, l'invocation du pouvoir d'urgence peut être soumise à la supervision interprétative du Congrès sans que cela ne constitue une violation de la séparation des pouvoirs. Ce point, apparemment technique, représente un tournant important dans l'interprétation qui prévalait ces dernières années, qui considérait la prérogative d'urgence comme un domaine intouchable de l'autorité présidentielle. Cette convergence aide à comprendre pourquoi. Les dirigeants du Sénat ont commencé à rechercher un soutien non seulement au sein de leur propre chambre, mais aussi parmi des secteurs traditionnellement étrangers aux luttes de pouvoir, tels que les associations professionnelles et les conseils juridiques indépendants. L'Association nationale de l'industrie a publié une note rare dans un ton institutionnel, affirmant que la prévisibilité législative est une condition préalable à la confiance des entreprises en période d'instabilité internationale. Bien qu'il ne mentionne directement aucune autorité, le document a été interprété comme une réponse directe aux déclarations présidentielles sur la possibilité d'intervenir unilatéralement dans les chaînes logistiques sous prétexte de sécurité alimentaire. La Chambre de commerce a suivi la même ligne, avertissant que l'utilisation instable de pouvoirs exceptionnels pourrait entraîner un recul des investissements à moyen terme, en particulier dans les secteurs réglementés. Parallèlement, on a observé un réalignement en coulisses des groupes parlementaires historiquement alignés sur l'exécutif. Un groupe de 7 sénateurs liés au bloc du pacte fiscal a commencé à conditionner son soutien aux mesures du gouvernement à la reprise d'un programme de stabilité normative. Les réunions qui ne concernaient auparavant que des techniciens, incluant désormais des représentants de think tanks juridiques ayant une expérience dans le domaine des réformes constitutionnelles. L'une de ces réunions, qui s'est tenue à huis clos dans l'aile ouest du Capitole, aurait compté sur la présence d'un ancien juge de la Cour suprême à la retraite, invité à donner un avis informel sur la viabilité juridique d'un projet de loi limitant la durée des décrets d'urgence dans les domaines non militaires. La présence de cette personnalité, dont la réputation de neutralité est largement reconnue, a été interprétée comme une tentative de protéger le mouvement contre les accusations de politisation. Ce qui commence à se consolider dans ce scénario, c'est une ligne argumentative qui replace le Congrès comme une instance capable de produire des garanties en temps réel, sans dépendre exclusivement de décisions judiciaires ultérieures. Cette perception est renforcée par une série de manifestations émanant du pouvoir judiciaire qui, bien qu'évitant les déclarations publiques, a indiqué, par le biais de la sélection des affaires et de la rapidité des procédures, que la confiance dans la contention judiciaire ultérieure pourrait ne plus être suffisante. Un exemple cité par les juristes est la décision récente de la Cour de district du district de Columbia, qui a refusé de suspendre immédiatement l'examen d'un projet visant à créer un comité de surveillance continue des actes administratifs liés à la catégorie des urgences. La décision, brève et technique, a affirmé que le pouvoir de contrôle législatif ne peut être présumé inactif en l'absence d'une déclaration formelle de guerre. C'est pourquoi, malgré l'absence de rupture formelle, divers acteurs ont commencé à agir comme si un changement était en cours. Le nombre d'amendements déposés, axés sur le contrôle des exceptions, a augmenté de 20% au cours des 3 dernières semaines. Le nombre de demandes d'avis techniques sur les décrets a augmenté de 35%. Et le flux entre les conseillers législatifs et le bureau de supervision institutionnelle ait atteint un pic jamais enregistré depuis le début du mandat actuel. Ces mouvements, bien qu'ils ne constituent pas encore un front organisé, indiquent que des secteurs dispersés du système ont commencé à fonctionner selon une logique commune, celle selon laquelle la normalisation de l'exceptionnel ne peut plus rester sans contrepoids interne. Ce qui émerge, c'est une tentative de récupération fonctionnelle d'espaces qui avaient été abandonnés au nom de la gouvernabilité immédiate. Ce type d'escalade contrôlée, fondé moins sur la rhétorique que sur la réoccupation des rites, est souvent ignoré par les analyses qui se concentrent uniquement sur les ruptures visibles. Mais ce sont précisément ces micro-décisions institutionnelles qui, accumulées, produisent des changements durables. C'est à ce stade qu'il devient encore plus pertinent de suivre non seulement les événements isolés, mais aussi les vecteurs qui, derrière eux, repositionnent lentement les piliers de la démocratie représentative. Une observation constante, analytique et liée au fondement institutionnel est le seul moyen de comprendre comment ces reconfigurations s'articulent avant qu'elles ne deviennent irréversibles. La continuité de ce type de lecture, fondée sur des faits et soutenue par des connexions systémiques, est ce qui différencie une couverture superficielle d'une analyse ayant une réelle capacité d'anticipation.
Il existe différentes évaluations sur ce qui se construit concrètement dans les coulisses du Sénat. Pour un courant de constitutionnalistes, le scénario actuel n'indique pas une rupture immédiate, mais un mouvement graduel de recomposition institutionnelle qui dépend encore de la coordination interne et du temps politique pour prendre forme. Selon cette interprétation, on assisterait à une tentative de rétablir l'équilibre entre les pouvoirs par des moyens traditionnels et discrets, en déclenchant des mécanismes de résistance diffuse et d'autolimitation législative, précisément pour éviter que l'impasse ne soit trop tôt renvoyée devant le pouvoir judiciaire ou ne se transforme en confrontation ouverte avec le pouvoir exécutif. Les juristes qui partagent cette interprétation soutiennent que l'objectif principal ne semble pas être d'aboutir à un résultat spécifique à court terme, mais de préserver le fonctionnement régulier du système face à des pratiques qui, bien que formellement justifiables, dépassent le cadre de prudence implicite dans la conception constitutionnelle. D'autres analystes interprètent ce même processus comme un signe que le système approche d'une limite de tolérance. Pour ce groupe, la répétition d'épisodes associés à l'élargissement des pouvoirs présidentiels au-delà de la norme conventionnelle, ajoutée au rétrécissement progressif de la délibération collégiale et de l'espace de négociation institutionnelle, placerait le Congrès devant un nouveau dilemme. Pour la première fois depuis de nombreuses années, le coût politique de l'omission pourrait devenir supérieur au coût de la confrontation. Cette interprétation repose sur un principe simple: la loyauté institutionnelle ne se maintient pas uniquement par habitude ou convention lorsqu'il n'y a plus de réciprocité effective entre les pouvoirs. Lorsque le sentiment d'asymétrie se prolonge, le système a tendance à produire des réponses, non pas par conviction doctrinale, mais par calcul de survie politique. Dans ce contexte, ce qui émerge actuellement serait moins une réaction théorique qu'une redéfinition pragmatique de ce qui devient acceptable. Selon les informations disponibles, la résistance qui commence à se former ne vise pas seulement des actes ponctuels de l'exécutif, mais le diagnostic plus large selon lequel le mécanisme de frein et contrepoids a commencé à fonctionner tardivement, n'offrant une réaction institutionnelle qu'après que les dommages se soient déjà consolidés. Un ancien dirigeant technique du pouvoir législatif, interrogé sous couvert d'anonymat, a résumé ce climat en affirmant que l'inquiétude des sénateurs ne provient pas seulement des récentes déclarations du président, mais de la reconnaissance que le Congrès a perdu sa capacité à anticiper et à contenir les dérapages en temps réel. Ce type de perception a alimenté des propositions internes de restructuration, telles que la création de comités mixtes, permanents dédiés exclusivement à la surveillance des mesures d'urgence, ainsi que des discussions sur la révision des règles de procédure accélérée pour les mesures ayant un impact administratif immédiat. Il n'y a pas encore de majorité claire autour de ces idées, mais le fait qu'elles circulent sérieusement et traversent différents groupes parlementaires indique déjà un changement important dans l'axe de la discussion. Ce qui est en jeu ne se résume donc pas à la figure présidentielle ou au jeu des forces d'à court terme. Le conflit se déplace vers une question structurelle. Quels critères, dans la pratique, autorisent la concentration temporaire du pouvoir et quelles limites doivent servir de protection permanente contre son expansion continue? Il s'agit d'un débat qui transcende les noms, car il touche à l'un des piliers qui ont soutenu la réputation de stabilité du présidentialisme américain. L'idée que toute exception doit être fondée sur une base juridique sans équivoque, avoir une durée limitée et être soumise à une surveillance constante. Lorsque ces ancrages commencent à se dissoudre, que ce soit par omission législative ou par permissivité stratégique, le système cesse de fonctionner comme un frein réciproque et commence à opérer selon une logique d'extrapolation progressive, à faible coût institutionnel. Pourtant, il n'y a pas de consensus sur la mesure dans laquelle le Congrès est réellement disposé à inverser ce processus. Certains chercheurs mettent en garde contre le risque que le mouvement actuel se limite à un geste ponctuel, sans force suffisante pour reconstruire des contrôles durables. Cette évaluation repose sur l'absence, à ce jour, d'un projet unifié, avec un leadership public clair, une articulation cohérente et un calendrier défini. Concrètement, la crainte de représailles reste un frein informel puissant, même parmi ceux qui reconnaissent déjà, en privé, que l'escalade de l'exécutif a dépassé un niveau qui exige une réponse. L'incertitude quant au comportement de l'opinion publique, la proximité du cycle électoral et la pression des bailleurs de fonds aux intérêts divergents restent des obstacles réels à tout geste institutionnel plus incisif. D'autres observateurs soutiennent cependant que c'est précisément le caractère discret de cette initiative qui la rend viable. Pour ce groupe, le rétablissement de l'équilibre entre les pouvoirs peut se faire sans déclaration grandiloquente,
sans rupture symbolique et sans confrontation directe, grâce à une reprise progressive de l'espace institutionnel qui avait été cédé. Les conseillers législatifs chevronnés décrivent cette voie comme une réoccupation pratique, rétablir les rythmes réglementaires, récupérer les instruments de contrôle, réintroduire les limites interprétatives et réorganiser les priorités internes par le biais de décisions coordonnées et cumulatives. Dans ce modèle, le pouvoir législatif ne se positionne pas comme un opposant frontal, mais comme une instance qui récupère sa fonction et sa présence sans transformer le processus en spectacle politique. Pour l'instant, on ne sait pas encore laquelle de ces interprétations prévaudra. Ce qui semble clair, c'est que le conflit institutionnel a changé de niveau. Il ne s'agit plus d'affrontements essentiellement rhétoriques, mais de décisions susceptibles de modifier les flux réels du pouvoir. Contrôle des ressources, soutien aux politiques, gouvernance administrative et crédibilité internationale. La réponse du système à cet arrangement, sous la pression de facteurs internes et externes, tend à être déterminée moins par des discours que par des décisions techniques prises en séquence, et par la capacité de ces décisions à susciter l'adhésion sans produire de fracture. Dans de tels scénarios, la marge d'erreur est généralement réduite, mais c'est précisément dans cette zone étroite que les institutions révèlent leur fonctionnement lorsque le test cesse d'être théorique. La poursuite d'une observation attentive de ces vecteurs est donc décisive pour comprendre comment les démocraties font face à la pression accumulée et aux déviations progressives de leur trajectoire. Une couverture médiatique qui s'attache aux fondements et pas seulement aux épisodes les plus visibles permet de voir ce qui se forme avant que le système ne soit contraint de déclarer publiquement ses intentions.